Je parle avec un gars en ce moment, enfin, je parle. J'envoie, il répond quand il veut. Le gars, il répond avec un décalage horaire, mais il habite à 30 kilomètres. Moi, j'envoie un message à 10 heures, réponse à 18 heures. Désolé, grosse journée. Frérot, t'es PDG de quoi? Uber Eats? En charge de quoi? Le détroit d'Ormuz? Parce que même mon plombier répond plus vite, et lui, il travaille sous l'eau. Et le pire, c'est qu'il revient normal, genre, et toi, ta journée? Ma journée, j'ai vécu 3 vies entre-temps. J'ai travaillé, je t'ai bloqué, j'ai douté de moi, je t'ai débloqué, j'ai commencé une guérison intérieure, j'ai regardé 2 vidéos sur l'attachement anxieux, j'ai accepté notre rupture alors qu'on n'était même pas ensemble. Et lui, il revient avec « Et toi ?» Mais frérot, j'ai fait une thérapie complète entre 2 de tes réponses. À un moment donné, j'ai testé. J'ai mis 7 heures à répondre. Il m'a relancé 7 fois. Donc, t'étais pas occupé. T'étais juste intermittent. Disponible, mais seulement quand moi je disparais. Le pire, c'est que je commençais à m'attacher parce que entre 2 réponses, j'avais le temps de m'imaginer une relation stable. J'avais déjà choisi les prénoms des enfants et réglé notre décalage imaginaire. Alors que lui, il réfléchissait encore à s'il allait répondre salut ou ça va. Moi, j'ai besoin de régularité, pas de suspense. Je veux pas une relation où chaque notification ressemble à une saison Netflix. Va-t-il répondre? Va-t-il disparaître? Nouvel épisode dans 12 heures? Bref. J'ai arrêté de répondre et maintenant il m'écrit toutes les 2 heures. Comme par hasard. Donc, je répondais, il disparaissait. Quand je disparais, il apparaît. À ce stade, je parle plus à un homme. Je parle à un phénomène paranormal. Moi, je vous dis, ChatGPT va remplacer Jésus pour les générations futures. Bientôt, Jésus sera has-been. Les gens vont mesurer le temps en avant et après GPT. Tu demandes à un gamin en 2050, on est en quelle année? En l'an 27 après GPT, juste après le miracle du mémoire universitaire écrit en 15 minutes, celui qui a sauvé une génération entière de la bibliothèque. Avant, les gens priaient, Seigneur, donne-moi la force. Maintenant, on prie, ChatGPT, rédige-moi une lettre de démission polie, mais sur un ton passif-agressif, mais quand même professionnel, mais qu'on sente la souffrance. Il le fait sans juger. Jésus, lui, il t'aurait dit de pardonner. ChatGPT, il t'aide à partir avec style. Avant, t'avais des disciples, maintenant, t'as des abonnés. C'est la même galère, hein. Il y a toujours un qui te trahit. Judas version 2026, c'est ton pote qui fait un screen de tes stories pour les envoyer à ton ex à 2 heures du matin. Et les miracles aussi, ça a changé. Jésus transformait l'eau en vin. ChatGPT transforme ton ex toxique en poème romantique. Franchement, en 2026, lequel est le plus utile? Avant, Jésus marchait sur l'eau. Maintenant, ChatGPT marche sur ton estime de toi. Parce qu'à chaque fois que tu crois être intelligent, il y a fait mieux que toi. Elle écrit mieux que toi, elle code mieux que toi, elle cuisine mieux que toi, et elle a plus de répartie que toi quand tu te fais ghoster. Toi, t'as mis 3 jours à trouver quoi répondre. Elle, elle t'a sorti 5 options en 4 secondes avec des niveaux de piquant. Avant, c'était avant et après Jésus-Christ. Maintenant, c'est avant et après la mise à jour 4.0. Apocalypse, non, juste un bug du serveur. Nos équipes travaillent à rétablir le service. C'est les nouveaux anges des ingénieurs à San Francisco, on nous dit. Bref, avant on disait Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Maintenant on dit ChatGPT, corrige mes fautes. Il y a mon ex qui m'a traité de bipolaire parce que soi-disant je suis toujours énervée et que je devrais me faire soigner. Déjà, si je suis toujours énervée, c'est pas bipolaire, c'est unipolaire. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de marée basse ni de marée haute. C'est stable, c'est régulier, je suis pas lunatique, je suis fiable. C'est même une qualité dans certains métiers. Et puis j'ai pas besoin de soins, j'ai besoin de vacances, tout frais payé, face à la mer avec un cocktail qui a un petit parasol dedans, parce que les détails comptent quand on souffre. Franchement, entre le travail, les relations, les transports en commun, les gens qui marchent trop fort, les gens qui respirent trop fort, les gens qui existent trop fort en général. Oui, je suis tendue, mais c'est contextuel, c'est pas un trouble, c'est une réaction normale. Offre-moi 21 jours face à la mer, service aux chambres, et personne qui me demande « Tu fais quoi ?» Je redeviens zen, je redeviens douce, je redeviens la femme adorable que je suis au fond, tout au fond, très au fond. Elle attend juste le bon climat. Moi, je suis pas bipolaire, hein, je suis fatiguée, il y a une différence. Le bipolaire, ça monte, ça descend, ça aussi. Moi, je suis à bout et prévisible. Tu sais déjà, si tu reviens, je vais t'envoyer chier. C'est presque rassurant. Franchement, si être énervé contre les situations énervantes, c'est être bipolaire, alors c'est pas moi qui ai un problème, c'est la réalité qui manque de cohérence. Mon ex va bien depuis une tête, quelqu'un de très zen, apparemment, quelqu'un de posé, de calme, de serein, le genre de fille qui sourit le matin sans raison naturellement. Je lui donne 6 mois avant qu'elle devienne unipolaire à son tour.
Est-ce que c'est contagieux, les ex comme ça? Ils ont ce talent de transformer les gens zen en personnes cohérentes, comme moi. Vous aussi, vous avez des petits jeunes dans votre famille qui commencent à vous dépasser en taille, en intelligence et bientôt en salaire? Moi, c'est ma nièce. 13 ans, elle a sauté 2 classes. Et dans toutes les classes où elle atterrit, elle continue d'être première. Bref, elle fait chier tout le monde, ses parents, ses camarades et moi surtout. L'été dernier, je lui ramène un puzzle de 18 000 pièces. Le genre de truc censé humilier ton cerveau, pas l'entraîner. Moi, j'y ai passé 1 an et au bout d'1 an, j'avais quoi? 4 coins et un ciel bleu? Comment vous dire? Elle l'a fini en 3 heures. 3 heures, sans transpirer, sans même faire un pipi, et surtout sans aucun respect pour mon ego. Moi, j'avais mis un post-it sur la boîte, ne pas toucher, projet de vie. Je voulais la piéger, genre, la mettre en galère. Finalement, c'est moi qui ai fini en PLS devant la table. À 13 ans, moi, je lisais des Harlequins et j'avais encore du mal à fermer la lacets. Elle résout un puzzle comme si c'était un échauffement cérébral. Et pas avec la méthode normale, non. Elle a commencé direct par le milieu. La violence. Depuis, j'évite de jouer avec elle. Parce qu'à ce rythme-là, la prochaine fois que je vais perdre, ce sera contre un Rubik's Cube qu'elle aura résolu avec ses pieds. Et moi, je vais l'applaudir parce que je comprendrai même pas les règles. Si Daniel Goleman n'avait pas inventé l'intelligence émotionnelle, je me serais déjà pendu avec le mode d'emploi du puzzle. Bref, j'ai accepté mon rôle dans la famille. Elle, c'est le futur prix Nobel. Moi, je suis juste la tante qui tient la lampe torche pendant ces expériences. Il y a mon crush qui m'a traité de méchante cochonne. Je sais, c'est violent. Mais dans la bouche d'un Québécois, ça veut juste dire grosse gourmande. Au sens propre, aucune allusion sexuelle. Sauf que dans ma tête, ça fait 3 jours que ça tourne en boucle. 3 jours, 72 heures, 4320 minutes. Oui, j'ai calculé. Non, ça va pas. Je m'enfile un croissant. Méchante cochonne. Je suis sous la douche. Méchante cochonne. Je sors mon womanizer. Méchante cochonne. Et j'ai beau me dire que c'est culturel, que c'est innocent, que c'est juste du québécois, mon cerveau, il a pas fait le Canadien errant. Lui, mon cerveau, il a grandi en YouPorn et les commérages des tantines. Cochonne, innocent, ça existe pas dans mon logiciel. Il a jamais entendu le mot cochonne sans lever un sourcil. Il peut pas, c'est physiologique. Je suis censée avoir de l'humour, bien le prendre, tourner la page, sauf que tourner la page, c'est compliqué quand t'as relu le même chapitre 47 fois en cherchant un sous-texte. Il y en a pas, c'était juste une conversation banale où je me suis autoproclamée team double assiette. Le pire dans tout ça, c'est pas qu'il l'ait dit, c'est que maintenant, chaque fois qu'il me parle, je sais plus si c'est un compliment, une insulte ou une invitation. J'analyse ses phrases comme si c'était du Molière. T'as l'air fatigué dans ma tête. C'est quoi? C'est de la tendresse, de l'ironie, une demande en mariage déguisée? Tu veux un café? Il veut un café ou il veut un café? J'ai trop bu de café. Rendu là, je sais plus dans quel sens je préfère le prendre ou ne pas le prendre. Les 2 options m'intéressent, les 2 options me font peur. Du coup, j'ai pris une décision. J'apprends le québécois pour être sûr de comprendre ce qu'il me dit. Vraiment, définitivement. J'en suis au jour 2, asti de crise de calice. Je suis certaine que ça veut dire je t'aime. Dès que je dis à un mec que je suis humoriste, il se met immédiatement en mode sniper. Il commence à me sortir des vannes pourries à tout va, sans échauffement, sans contexte, sans autorisation. Comme si d'un coup il passait une audition que personne n'a demandé et que moi j'étais le jury. Là, je dois sourire, encourager, faire semblant que c'est drôle, alors que dans ma tête, je suis en train de lui retirer des points. Tentative d'humour. -2. Jeu de mots douteux. -5. Blague recyclée de 2009. Élimination directe. Il me regarde en attendant que je ris. -10 et carton rouge. Parce que moi, je me dis, si je te disais que j'étais chirurgienne, tu te mettrais pas à m'enlever ton appendice sur la table du salon. Si je te disais que j'étais avocate, tu me sortirais pas un contrat de mariage écrit avec le rouge de ton sang. Si je te disais que j'étais pâtissière, tu me ferais pas un gâteau avec du pain de mie et du ketchup en me demandant ce que j'en pense. Tu respecterais le domaine de compétence. Mais humoriste, non, tout le monde se sent obligé de participer. Comme si l'humour c'était un buffet libre. Les gars arrivent, ils prennent une blague, ils la déposent devant moi, ils repartent fiers, comme s'ils avaient cuisiné alors qu'ils ont juste réchauffé une blague à papa. Et le pire, c'est que ils font la tête parce que j'ai pas assez ri, comme si c'était moi le problème. Comme si j'avais un bug. Chérie, j'ai pas un bug, j'ai des standards. Maintenant, on va poser les bases. Chacun son délire. Moi, je m'occupe de l'ambiance. Toi, tu t'occupes du reste. Ok, Casanova?
J'étais en train de me balader au centre-ville ce week-end et cette paire m'a fait de l'œil depuis une vitrine. Déjà, quand un objet commence à flirter avec moi, je deviens fébrile. Plus fébrile que face à un humain. Les humains, au moins, ils ont des défauts. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, on s'est comprise. 3 secondes, c'était réglé. Mon cerveau n'a pas eu le temps de participer. J'ai sorti ma carte sans regarder le prix, sans poser de questions, sans cligner des yeux, un paiement sans contact de la prunelle. La vendeuse a même pas eu le temps de savoir que c'était déjà débité. Je serais partie stylée, confiante, complètement irresponsable. La combinaison parfaite pour la faillite. Ça fait 2 jours et j'ai toujours pas vérifié mes comptes. J'ai peur de découvrir que ces lunettes coûtent une semaine à Cancun, avec le vol, le tout inclus, le massage du jeudi, et de me dire, elles sont dégueulasses en fait, et de devoir les retourner en boutique, tendre la boîte, croiser le regard de la vendeuse qui va rien dire mais qui va tout savoir. Ils savent toujours ces gens-là. Donc je vis dans le déni, je les mets, je me trouve incroyable et j'évite mon appel bancaire. Comme un ex toxique. Tu sais que c'est là, tu sais que ça va faire mal, donc tu ouvres pas. Parce que tant que je sais pas, ça reste un coup de cœur. Dès que je sais, c'est une grosse connerie, donc je sais pas volontairement et je reste magnifique.